Un film Black Widow, ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'attend et il est enfin sorti. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, nous allons ensemble revenir sur le film Black Widow, en voir des anecdotes et des secrets. Par ailleurs, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est super important pour que possiblement je le refasse pour d'autres films plus tard. Du coup, je vous disais que faire un film Black Widow, ça fait très longtemps que c'est envisagé, mais c'est qu'en 2018 qu'il est officiellement annoncé comme tel avec entre autres le recrutement d'une scénariste, Jack Schaeffer. La même année, ils ont aussi annoncé que Kate Shortland allait le réaliser. Un choix mine de rien assez difficile, puisque Marvel Studios a rencontré beaucoup de monde, a discuté et a échangé avec beaucoup de réalisatrices, notamment Maggie Bates, Kimberly Peirce, ainsi que la française Mélanie Laurent. Donc oui, il s'est passé pas grand chose pour qu'on ait possiblement une réalisatrice française se chargeant d'un film Marvel. Bon, peut-être que ça arrivera un jour, mais on est passé à côté. Il semblerait même selon Vanity Fair que Marvel Studios ait proposé le rôle à Lucretia Martel, qui l'aurait apparemment décliné. Alors vous me direz, mais pourquoi Kate Shortland au final, après toute cette longue liste ? Déjà parce qu'elle est quand même talentueuse globalement, mais surtout parce que Scarlett Johansson a énormément insisté. Kate Shortland avait même refusé le poste à la base et c'est Scarlett Johansson qui a passé un appel Zoom avec elle pour lui faire décrocher un oui. Jusque là finalement presque tout va bien, le projet avance plus ou moins, il se tourne sans encombre en tout cas apparente. Mais voilà arrive 2020, le confinement est annoncé, le virus débarque et à environ 2 semaines de la fin du montage, ça devient sacrément le bordel. Alors je vous épargne les reports qui ont été très nombreux. Retenez qu'au lieu de 2 semaines pour finir le montage, où ils en étaient donc avant que le virus tombe, cela aura pris au final 6 semaines. Bon en revanche, selon la réalisatrice, toute cette histoire de virus, de confinement et de travailler principalement à la maison n'a pas fait changer le film en ce qui concerne l'histoire. Bref, tout ça pour dire que l'histoire, justement, tout commence avec un prologue qui se déroule dans l'Ohio en 1995. Nous y rencontrons des versions jeunes de Natasha et de Yelena. Figurez-vous que la version jeune de Natasha est jouée par Heather Anderson, qui s'avère être la fille de Mila Jovovich et Paul W.S. Anderson. Alors vous faites ce que vous voulez de cette info, ça ne sert clairement à rien, mais je trouvais ça assez marrant. Bref, lors du dîner, leur père, joué par David Harbour, arrive assez inquiet et leur dit qu'ils ont 1 heure pour laisser tomber l'endroit. Leur couverture est visiblement compromise, alors sur le trajet, ils sont poursuivis par des voitures qui sont pas de la police, non, mais du Shield. Ils vont ainsi récupérer un avion pour se rendre à Cuba, où là les 2 filles sont endormies. Dernière anecdote sur ce prologue, le numéro de l'avion est 258, c'est sûrement une référence au comics L'incroyable Hulk 258, qui signe la première apparition des super soldats soviétiques. Nous voilà alors une vingtaine d'années plus tard avec Natasha Romanoff qui se retrouve toute seule après les événements de Captain America Civil War, mais par chance elle peut compter sur l'aide de ses anciennes connaissances, notamment un ancien collègue entre guillemets, j'ai pas vraiment su comment le décrire, un certain Rick Mason joué par Otti Fagbenley. Alors honnêtement, vu qu'il était pas mal présent dans les affiches, je pensais qu'il aurait un rôle plus important que ça dans le film, et au final pas tant que ça. En revanche, Rick Mason est bel et bien connu des lecteurs des comics, en tout cas de certains, parce que c'est vrai que c'est pas non plus le personnage le plus populaire. Il s'agit d'un expert en espionnage et mercenaire, mais c'est aussi le fils du super méchant, connu entre autres sous le nom de Tinkerer, qu'on a pu voir dans Spider-Man Homecoming récemment. Alors évidemment, c'est probablement simplement un petit easter egg, pas forcément un teasing de quelque chose plus tard, mais je le place. Bref, pour en revenir à Black Widow, elle reçoit un message d'une ancienne connaissance, qui sera donc Yelena Belova, sa sœur, je mets ça entre guillemets. Sa dernière a reçu un vaccin qui lui redonne toute liberté et ils doivent alors libérer les autres prisonnières de Dreykov. À la grande surprise d'ailleurs de Natasha, qui pensait déjà depuis des années avoir tué Dreykov et sa fille en victime collatérale. Mais au contraire, elle lui a carrément donné un alibi, tout le monde le pense en mort, c'est un fantôme, il peut agir sans être accusé. Pire ou pas, sa fille est encore en vie et est devenue Taskmaster, personnage capable d'imiter les techniques de combat. Bon, ça c'est un peu dans la théorie, parce que bon, dans la pratique, c'est quand même sous-exploité. Dans le film, j'entends, parce que dans les comics, c'est vraiment très cool. Dans tous les cas, Taskmaster n'est qu'un pion, c'est limite un robot entre guillemets dans le plan de Dreykov, le grand méchant étant ce dernier. Par ailleurs, même si c'est la première apparition physique du personnage campé par Ray Winston, dans le premier Avengers, lors de la scène dans l'héliporteur, Loki fait déjà à l'époque référence à Natasha comme étant la fille de Dreykov. Voici donc un petit lien qui fait toujours plaisir. Pour enchaîner avec l'histoire, pour trouver la toute nouvelle Chambre Rouge, les 2 entre guillemets sœurs tentent de reconstituer leur famille, dont notamment le père, Red Guardian, joué par David Harbour. Un fervent défenseur de la Russie communiste, même l'acteur a confirmé qu'il avait à la fois un tatouage de Lénine sur le ventre, ou encore Karl Marx sur les doigts.
D'ailleurs, toujours dans des interviews, l'acteur a évoqué pas mal de choses. Il a notamment expliqué qu'il aimerait beaucoup dans l'avenir affronter Captain America. Alors certes, Steve Rogers, ça semble assez compliqué puisque, à dernière nouvelle, Chris Evans n'est pas censé revenir. Bon, selon quelques infos, ce serait le cas, mais peut-être dans des sortes de caméos ou en tout cas pas dans le rôle qu'on l'imagine. Mais comme David Harbour le souligne très bien, il reste le tout nouveau Captain America joué par Anthony Mackie. Alors à voir si un retour de Alexei est prévu à l'avenir. Pour l'instant, c'est pas évident. C'est par exemple que Yelena Belova reviendra, ça on le sait. Mais c'est vrai que dans le cas de Red Guardian, c'est pas dit. Donc là-dessus, affaire à suivre avec le MCU, tout est possible. Surtout que le personnage étant encore en vie, bah franchement, pourquoi se priver? En tout cas, moi je serais assez chaud de le voir affronter un Captain America. Techniquement, il n'a jamais pu l'affronter, c'est ce qu'on peut lui souligner justement. Mais même comme le dit la réalisatrice, on sait très bien qu'il gagnerait entre les deux. L'un finirait dans un coin à pleurer. Je vous laisse deviner lequel. Pour continuer à s'attarder un petit peu sur ce personnage de Red Guardian, il y a pas mal de petits teasings intéressants, notamment concernant la Russie. Il y a par exemple un personnage à un moment qui dit qu'il parle constamment d'une période passée en tant que Crimson Dynamo. Alors il y a moyen que ce nom ne vous dise rien, mais en fait dans les comics, c'est un personnage qui existe réellement et qui est globalement un équivalent russe d'Iron Man. Red Guardian étant un équivalent russe de Captain America, c'est assez marrant. Alors à proprement parler, on n'a pas encore vu le personnage de Crimson Dynamo dans le Marvel Cinematic Universe, et il y a moyen que ce soit jamais le cas d'ailleurs. Sa vraie identité, c'est Anton Vanko, scientifique soviétique et surtout le père de Ivan Vanko, l'un des méchants de Iron Man 2, comme quoi tout est lié. Par ailleurs, même si ce dernier se fait appeler Whiplash, il est en vérité une fusion de Whiplash et de Crimson Dynamo. Il y a aussi une autre ref à un personnage russe, plutôt dans le film, lors du bras de fer, vous savez, il y a Red Guardian qui parle à un certain Ursa. C'est une référence directe au personnage de Ursa Major, aka Grand Ours en VF, d'où d'ailleurs le fait qu'ils le décrivent comme un ours après, un mutant russe, ancien membre des super soldats soviétiques. Pour continuer sur l'histoire du film, on a ensuite la base volante du méchant, vraiment un truc à la James Bond, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais même le méchant Dreykov fait méchant d'un film James Bond, c'est assez fou. Genre il balance son plan à Natasha comme tout méchant dans 007. Alors est-ce que c'est une très bonne idée? Pas forcément, mais en tout cas, il a fait. Et en soi, c'est pas un hasard, c'est clairement des références tout à fait volontaires, puisque plus tôt dans le film, Natasha à un moment regarde un film pendant qu'elle dîne, et c'est Moonraker, un film James Bond avec Roger Moore. La comparaison va plus loin, puisque dans ce dernier, la base ainsi que le combat final se passe dans l'espace. Alors certes, là, c'est pas réellement dans l'espace, mais dans les airs, mais il y a quand même pas mal de points communs. Et même sur l'ambiance du film, j'ai trouvé qu'elle faisait très James Bond par moment. D'ailleurs, anecdote concernant le combat final qui se passe dans les airs, il s'agit d'une idée directe de Kevin Feige. Très tôt, il a montré à la fois à la réalisatrice et au scénariste un cadre de comics où Natasha sautait d'un immeuble et il voulait quelque chose de similaire. En tout cas, un combat qui s'en inspire. Pour en finir avec le film Black Widow, alors certes, il y a la scène déjà où Natasha se retrouve toute seule alors que les autres partent. Juste après, on a une scène qui se passe quelques semaines après où on la voit récupérer un Quinjet avec sûrement pour projet de rejoindre son autre famille, Steve et les autres. Référence évidente au début de Avengers Infinity War, où toute notre fine équipe se retrouve dans un Quinjet. Il y a d'ailleurs une autre référence aussi à Avengers Infinity War, c'est la veste de Natasha qu'elle avait dans le film, celle avec des poches assez moches, vous savez. Et ben c'est Yelena qui lui a donné. Sachant que oui, pour parler des références, on aurait pu aussi évoquer la scène post-crédit, il y a plein de trucs à dire, mais justement, j'en ai déjà fait une vidéo dédiée, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, elle est dispo. Pour réellement terminer cette vidéo, certains me diront mais Mathéo, j'aimerais que tu nous en parles, est-ce que pour toi du coup un Black Widow 2 est possible? Oui et non. Ah, qu'est-ce que j'aime pas cette réponse, mais en même temps je la sors très souvent. Car oui, sur le papier, il y a moyen de faire sûrement des choses très sympathiques. Je sais que beaucoup, par exemple, réclameraient une série sur la période qui se passe après, avec le moment où elle rejoint Steve Rogers, etc., donc avant Avengers Infinity War. Mais bon, vu que Scarlett Johansson a répété à de nombreuses reprises qu'elle ne reviendrait pas incarner Natasha Romanoff, disons que ça semble peu probable. Alors certes, un acteur qui dit qu'il ne revient pas, et qu'au final il revient, c'est pas la première fois, mais j'y crois pas des masses pour l'instant. La réalisatrice elle-même le dit, si un jour ça devait arriver, ce serait de suivre un autre personnage différent. On imagine qu'elle fait référence à Yelena Belova, qui est clairement vendue comme la nouvelle Black Widow du Marvel Cinematic Universe. Alors je vous dis que Scarlett Johansson ne serait pas impliquée dans une suite si elle devait voir le jour, mais évidemment ça pourrait être un peu plus compliqué parce que Kevin Feige a répété à de nombreuses reprises qu'elle restait un partenaire incroyable et qu'il espère pouvoir de nouveau collaborer avec elle dans l'avenir. Donc même si c'est pas forcément dans un rôle d'actrice, ça pourrait être pourquoi pas dans un rôle de productrice, puisque je le rappelle, Scarlett Johansson est productrice du film Black Widow, et apparemment elle était très impliquée dans le développement. Qui sait, peut-être même qu'un jour elle réalisera Black Widow 2, alors je sais pas du tout si c'est dans ses projets de réaliser des choses, mais bon ce serait pas la première fois qu'un acteur se décide à réaliser des films. Voilà globalement tout ce que j'avais à vous dire concernant le film Black Widow niveau anecdotes et secrets, alors probablement qu'il y aurait d'autres choses à dire, d'ailleurs il y a des trucs que j'ai pas sélectionnés, mais les commentaires sont là pour ça.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et à aller regarder mes autres vidéos faites sur Black Widow, que ce soit donc des vidéos notamment sur la scène post-crédit ou encore les 100% Marvel où on en parle avec spoiler au niveau analyse, théorie et aussi critique. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.